De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours au complet avec nos invités, Monsieur Amadou Sylla, Monsieur Kerwin Maïzo et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre grand angle économique. C'est à une loi emblématique de l'ère Mugabe que vient de s'attaquer Emmerson Mnangagwa, le nouveau président zimbabwéen. Ce dernier a procédé à la modification de la loi d'indigénisation et d'émancipation économique. Désormais, toute personne est libre d'investir dans les entreprises nationales. Plus de détails avec Ashley Duprat. Au Zimbabwe, la loi d'indigénisation et d'émancipation économique connaît un nouveau souffle suite à une réforme officialisée le 14 mars par le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa. Des secteurs tels que l'agriculture, la transformation du lait et la transformation du tabac, qui étaient auparavant réservés aux Zimbabwéens autochtones, sont désormais ouverts à tout investisseur consentant. Et par investisseurs consentants, les autorités zimbabwéennes parlent de tout citoyen du Zimbabwe. La précision est importante car l'ancienne mouture de la loi définissait le Zimbabwéen tel un autochtone. Il faut dire qu'en 2007, la loi sur l'indigénisation et l'émancipation économique telle qu'elle fut adoptée avait été conçue pour accroître la part de Noirs zimbabwéens dans l'économie. Néanmoins, cette réforme pourrait être l'un des facteurs de la relance économique tant promise par Emmerson Mnangagwa. Ceux qui ont bénéficié de la loi, c'était les proches du parti au pouvoir. Maintenant qu'on a réformé la loi, ça ne sera plus ceux qui sont proches du pouvoir, mais ça sera maintenant tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire n'importe quel Zimbabwéen qui a les capacités de gérer une entreprise. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on empêche les investissements extérieurs. Les investissements extérieurs sont le bienvenu au Zimbabwe, un pays qui traverse une situation économique très difficile. Les investissements extérieurs sont le bienvenu. Notons que certains secteurs restent sous la houlette de l'État, à l'image des entreprises des secteurs du diamant et du platine, qui sont en effet les exceptions à cette loi, où seule une participation étrangère à hauteur de 41% est autorisée. Côté nuance, on peut se contredire. Alors, Monsieur Maïzo, dans son discours d'investiture le 24 novembre 2017, le président Emmerson Mnangagwa avait fait de la relance économique sa grande priorité. Cette réforme aujourd'hui de la loi d'indigénisation était inévitable? Oui, c'était inévitable parce que les Zimbabwe venaient de sortir d'une situation économique très difficile. Cette situation économique difficile était due, on ne le dit pas assez, à l'embargo que la Grande-Bretagne et les États-Unis leur avaient imposé à Mugabe parce que celui-là avait récupéré les terres ou les fermes appartenant aux Blancs. La politique agraire. Oui, la politique agraire. Si Mugabe l'avait fait, c'est tout simplement parce que les accords du Zimbabwe, qu'on appelle Lancaster House, n'ont pas été respectés. Comment expliquer que 10% de la population avait 90% des terres arables? Ça, c'était pas normal. Et la Grande-Bretagne devrait financer les rachats, disons, de ces terres aux fermiers pour les donner à la majorité de la population. Alors, lorsqu'il a pris cette mesure, la plupart des fermiers blancs qui ont aussi un passeport britannique se sont vus protégés par leur deuxième État, la Grande-Bretagne, et avec à côté les États-Unis. Donc du coup, la tendance à l'époque de Robert Mugabe, c'était une espèce de discrimination positive à l'endroit des Noirs qui n'avaient pas accès au monde économique. Une discrimination qui n'a pas forcément porté ses fruits. Oui, mais la discrimination, là, je ne suis pas d'accord avec vous, Graziella. C'est comme il note, la discrimination n'a pas porté ses fruits tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez eu un embargo international qui a été imposé au Zimbabwe. Et c'est ce que moi je dis souvent aux gens. C'est comme le cas de Kadhafi dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, tous nos leaders africains, c'est-à-dire j'ai l'impression que les Occidentaux ont un plaisir à les diaboliser aux yeux des Africains en tant que tels. On ne lit jamais l'histoire telle qu'elle est. L'histoire du Zimbabwe, quand vous prenez tous les dirigeants à l'heure actuelle du Zimbabwe, il faut lire le parcours de comment dirais du président du Zimbabwe quand il vient au pouvoir. Il a un parcours, c'est quelqu'un qui a combattu pour son pays en tant que tel. Donc son seul souci c'est quoi? C'est comme Mandela a fait en Afrique du Sud. Quand il arrive, c'est essayer de remettre, c'est-à-dire la justice sociale au centre de la société en tant que tel. Et Mugabe, il l'a fait. Il ne faut pas oublier que Mugabe, c'est un combattant. Quand on lit l'histoire de Mugabe, il ne faut pas uniquement s'arrêter là où les Occidentaux nous disent que vous voyez, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui a vécu toute l'histoire de son pays. Mugabe
a quel âge aujourd'hui? Il a 93 ans, je crois, 94 ans. Donc c'est pratiquement quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de son pays. Donc quand on nous le présente, comment dirais-je aux Africains, oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut déloger les Blancs, comme il vient de le noter, M. Massoubou. Comment voulez-vous que vous avez 10% des personnes dans un État, sachant très bien que chez nous en Afrique, c'est l'agriculture qui est comment dirais-je, le secteur le plus important pour le développement des États africains. Et vous prenez 90% des terres, vous les donnez, si vous voulez, à 10% des jeunes, de la population. Et comment voulez-vous que cette économie-là puisse évoluer de manière équitable? Mais comment expliquer justement, Jean-Marie, que malgré la mise en place finalement de cette politique... Mais c'est parce qu'il y a eu un embargo derrière. Les investisseurs se sont dit, bon, si c'est comme ça, il a si bien exposé là tout à l'heure. Les Blancs, ils ont un double passeport. Ils ont un passeport zimbabwéen et ils ont un passeport britannique. Et sachant très bien que les pays occidentaux sont toujours prêts à aller défendre, si vous voulez, leurs ressortissants, quel que soit l'endroit du monde dans lequel ils se trouvent, et spécifiquement chez nous en Afrique. Donc voilà le résultat. Il ne faut pas taper seulement sur Mugabe pour taper sans aller regarder. Nous avons le plus diplomatique. Justement, nous avons toujours l'habitude, si vous voulez, d'aller... C'est-à-dire dans le domaine de la sociologie. Vous avez une cause, vous avez des effets ou des conséquences comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe dans la société contemporaine? Nous nous focalisons uniquement sur les effets et les conséquences sans jamais remonter à la cause. Je pense que quoi qu'on dise, Mugabe, c'est un homme digne, hein, c'est-à-dire c'est un président très digne, un président en tout cas qui fait la fierté de l'Afrique, d'une certaine manière. C'est un combattant. Et les Zimbabwéens aussi sont très reconnaissants à son égard, même si ça a connu quelques difficultés. Mais il faut, en tout cas, cette mesure qui a été prise par le nouveau président, il faut l'inscrire dans un contexte que il a une volonté de libéralisation, de marquer en tout cas son empreinte dans la politique économique du pays. Bon, il y a eu l'embargo, il y a eu des difficultés économiques, mais il a tenu Mugabe. Il a tenu jusqu'au bout. Bon, jusqu'à ce que vraiment on lui dit, là, on ne veut plus de vous, et puis voilà, il faut partir. Mais le Zimbabwe se retrouve aujourd'hui dans une situation économique très difficile. Comment relancer les choses? Comment remettre le pays sur les rails? C'est cette dynamique-là. C'est ça l'avantage de cette loi. Cette loi est une espèce de correctif. Parce que la propagande occidentale a fait passer la loi de Mugabe comme si c'était une discrimination raciale, les blancs contre les noirs. Ce que le nouveau président a fait, ayant vu comment les investisseurs occidentaux se sont barrés lorsque les problèmes sont survenus entre Mugabe et les occidentaux, il a dit maintenant une bonne partie de l'économie zimbabwéenne doit être entre les mains des fils du pays. Alors dans un premier temps, il avait dit les Africains, on lui a dit non, ça fait très racial, il faut tout simplement mettre tout Zimbabwéen, exactement. Donc l'avantage de la loi, c'est juste un correctif par rapport à ce que Mugabe avait fait. Et le deuxième ça ne revient pas sur les dispositions de la loi de Mugabe fondamentalement. C'est juste ça, ça a juste amélioré. Et la deuxième chose, c'est qu'une bonne partie de l'économie zimbabwéenne sera entre les mains des Zimbabwéens, quelles que soient les races, blanc ou noir. Donc avant, quand on disait autochtones et les autres Zimbabwéens, on sentait vraiment que bon, on a récupéré les terres, mais vous continuez à payer. Vous êtes Zimbabwéen, on récupère les terres, mais vous êtes à la marge. Maintenant, il leur a dit, vous êtes Zimbabwéen, on récupère les terres, mais vous pouvez toujours investir, l'État va vous protéger. Exactement. L'avantage étant qu'on ne revient pas, comme je le disais tout à l'heure, sur la réforme agraire initiale. Donc ça veut dire que la répartition a déjà été faite, c'est-à-dire on a laissé les terres qu'il fallait aux Blancs, il faut le dire, parce que quand on a dit que Mugabe, si vous voulez, il est parti dans une démarche d'équilibre, de justice sociale en tant que telle. Il n'a pas repris toutes les terres aux Blancs. Et c'est ce qu'on oublie de dire aux gens. Quand on en parle de Mugabe ici, là, c'est comme si Mugabe avait pris toutes les terres et dire que vous n'avez plus rien. Honoré sa signature lors des accords de Lancaster. Exactement, les accords de Lancaster n'ont jamais été respectés. Alors, Monsieur Sylla, au-delà de la réforme de cette loi, pour véritablement redresser économiquement le pays, il faudra aller beaucoup plus loin. Oui, mais moi je pense que le nouveau président il est en train d'imprimer sa marque, en tout cas de gouvernance. Ça fait quelque temps on le suit et puis il essaie en tout cas dans la douceur. Quelquefois on a l'impression que c'est de façon brutale qu'il le fait parce que quand il remplace, comment dirais-je, la famille Mugabe,
parler, il essaie de changer. Mais bon, il a été élu. Moi, je pense qu'il a été élu, il faut qu'il ait les mains libres pour faire sa politique. Il sera responsable devant les Zimbabwéens. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ces dynamiques qu'il est en train de mettre en place, effectivement, il faut donner le temps pour constater effectivement si ça va produire. Mais pour l'instant, on constate qu'il a une volonté, en tout cas, de gérer le pouvoir comme il l'entend, comme il le pense. Il a une chance, c'est qu'en Afrique du Sud, c'est Cyril Ramaphosa qui est au pouvoir, ce n'est plus Jacob Zuma, qui avait une politique quand même assez ambiguë, et cette politique favorisait l'immigration zimbabwéenne en Afrique du Sud, et les Zimbabwéens, qu'on appelle souvent les Toti, étaient devenus quand même le bouc émissaire avec les Nigériens et les autres, de toutes les insuffisances de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, c'est quelqu'un qui est à la fois un combattant, mais qui est aussi dans le monde économique. Il a ses tares, certes, mais je pense que le tandem Mnangagwa et Cyril Ramaphosa peut faire avancer autrement la SADC. Et ça peut permettre au Zimbabwe d'émerger. Mais que le nouveau président arrête un peu de mettre la pression sur la RDC pour ce qui est de la facture de la guerre qu'ils sont allés mener volontairement. C'était bien, ils ont quand même aidé la RDC, mais bon, réclamer la facture maintenant, ça fait comme un cheveu dans la soupe. Merci M. Maïso pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News Roma, tout de suite. C'est comme...